Le match France-Belgique, c'est donc dans quelques heures, mais d'ici là, vous avez largement le temps de regarder Point de vue. Merci beaucoup d'être avec nous. Je voudrais d'abord qu'on regarde des images de cet heureux événement du jour. Les enfants dans la grotte en Thaïlande ont tous été sortis sains et saufs. Les derniers sont sortis il y a quelques heures. On voit les images, c'est celles des sauveteurs là, qui progressent sous terre. Ils étaient donc 12 et leur entraîneur a été retenu sous terre depuis 15 jours. Ils sont maintenant tous à l'air libre. Un heureux dénouement. La FIFA les avait même invités à aller assister à la finale du mondial. Ils ne pourront pas le faire, ils sont encore trop fragiles, disent les autorités. Ils ont d'ailleurs du mal à se réacclimater à la lumière. La fin donc heureuse de ce long suspense. Bonjour Alexandre Malafaye, merci beaucoup d'être avec nous. Vous présidez le think tank Sinopia et vous avez publié, c'était en août 2014, Reprenons le pouvoir, manifeste pour notre droit à être bien gouverné. On va parler de tout ça. Vaste programme. Bonjour Nicolas Corato, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes spécialiste de la communication, vous dirigez à la fois Place de la République, Institut de recherche politique pour ranimer le débat public et la Fabrique de l'opinion, c'est une agence de communication destinée aux entreprises et aux institutions. Tout à fait. Bonjour Benoît Dumoulin, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes rédacteur en chef adjoint de L'Incorrect, magazine qui se décrit comme le mensuel de toutes les droites. Et vous avez coécrit avec Charles Becbédé, Charnellement de France, paru en 2016 aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Bonjour Marc Landré. Bonjour Marie. Rédacteur en chef adjoint du service économique. Comment ça adjoint? J'ai été rétrogradé. Rédacteur en chef. Non, et en plus, vous avez mis un maillot. Alors là, vous avez fait un bel effort. Oui, j'avoue. Ouais. Je ne sais pas si c'est Point de vue qui vous motive à ce point-là, parce qu'on sait, en tout cas les internautes qui vous suivent, savent que c'est plutôt le tennis que le foot qui emporte vos suffrages. Tout à fait. Mais là, on salue votre patriotisme. Eh bien, écoutez, on va parler de tout ça, mais d'abord, ce congrès à Versailles. Alors, à la tribune hier, Emmanuel Macron a annoncé que l'an prochain, il descendrait dans l'arène pour répondre aux questions des parlementaires. Du coup, une partie de l'opposition lui reproche de désacraliser la fonction présidentielle. Jupiter, à leurs yeux, voudrait tout faire et il trahirait l'esprit de la Ve République. Cette critique est-elle justifiée? On en parle dans un instant, mais d'abord on écoute Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, sénateur de Vendée, président des Républicains au Sénat. Il était ce matin sur Europe 1. Le Premier ministre, lui, est responsable devant le Parlement, devant les parlementaires. C'est au Premier ministre d'assumer cette fonction. Le président de la République est, lui, responsable devant le peuple. Ce que propose Emmanuel Macron, c'est une sortie de régime, une sortie de la Ve République. Il ne se contente plus d'être un président monarque, il veut cumuler et être un président Premier ministre. Alexandre Malafaye, président de la République et Premier ministre à la fois. La critique est pertinente. En tout cas, c'est le sentiment que ça donne. Même si le président est bon, brillant, talentueux, tout ce qu'on veut. Hier, c'est vraiment l'exercice de politique générale auquel il s'est livré, bien davantage qu'un exercice présidentiel, en plaçant les enjeux de sa fonction et de sa mission au bon niveau. Après, il y a des choses qui sont préoccupantes. Le côté gadget qui consiste à dire l'an prochain, je reviens et puis je répondrai aux questions. Enfin, faire un débat 1 contre 900, pardon, mais c'est pas sérieux, quoi. Dire ça va répondre à quelques questions, ça fera quelques phrases, mais c'est pas le sujet. Et puis après, ce qui est quand même préoccupant, c'est quand même cette fâcheuse dérive du jeu. C'est-à-dire qu'il est vraiment au centre, il se met au centre. Et ce qui, moi, m'inquiète, c'est qu'en fait, hier, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a planifié l'échec. Il dit « je ne réussirai pas tout ». Mais la parade à l'échec du jeu, c'est le nous. C'est de dire tout d'un coup, puisque je tout seul, je ne peux pas tout faire, je me fais en sorte que voilà, ce ne soit pas je, c'est nous, c'est un collectif. Et hier, cette idée de notion de collectif, on ne l'a pas bien perçue. Ça, voilà, pour moi, en termes de gouvernance, on a un vrai sujet. Oui. Présidentialisation et personnalisation à l'excès. Oui, à l'excès. Et puis, si vous voulez, il ne faut pas se tromper. On voit bien qu'il y a encore une forme de jeunesse, puisqu'il y a un mélange non seulement des genres dans les fonctions, et puis des mots. Dire gérer, c'est une chose. Hier, on a plutôt vu un discours de quelqu'un qui gère sur des sujets, sur des dossiers, qui nous donne une vision par rapport à ça, mais il n'y a pas la big picture. C'est pas le mot gouverner, et c'est encore moins le mot décider. Qu'il soit à son niveau pour dire à un moment donné, je décide parce que je suis président, ça me paraît cohérent, mais le reste, c'est du collectif, et donc effectivement, il faut bien pas se tromper de répartition des rôles. Et hier, on a vraiment ce sentiment d'une espèce de fusion préoccupante. Nicolas Corato, il a joué sur tous les registres, Emmanuel Macron? Oui, je crois qu'il ne faut pas non plus exagérer. On parle beaucoup d'un discours de politique générale pour ce qui est passé hier. C'est surtout un très long discours qui a duré 1h30.
Je crois que beaucoup de parlementaires s'en sont plaints, mais on est plus surpris avec le président Macron. Je veux dire, il y a une emphase et un problème de calendrier sur ces discours qui est quand même un peu problématique. C'est intéressant d'entendre Bruno Retailleau se plaindre de l'hyperprésidentialisation du régime. Enfin, on rappelle que l'examen auquel s'est livré Emmanuel Macron au Congrès, que critique Bruno Retailleau, c'est quand même Nicolas Sarkozy qui l'a institutionnalisé, cette capacité, autorisé cette capacité du président à l'exprimer devant le Congrès. Et d'autre part, il expliquait Bruno Retailleau que Emmanuel Macron préparerait la sortie de régime. On a l'impression que Macron est dans le même combat que Jean-Luc Mélenchon, on n'en est quand même pas là. Moi, c'est pas tant un discours de politique générale que j'ai entendu hier, c'est un peu un discours sur l'état de l'Union. C'est plus à ça que ça m'a fait penser. Et quand on parle de la présidentialisation, je pense que la référence de Macron, elle n'est pas française, elle est américaine. Et qu'effectivement, si on est sur une évolution du régime, je pense que la pensée de Macron, c'est d'aller vers une présidence de style américaine. Aux États-Unis, le président s'en va après avoir prononcé son discours et personne ne lui répond. Donc c'est un peu contradictoire avec Oui, mais il est en même temps aux États-Unis et en même temps en France. Donc il faut aussi pouvoir, une chambre de chaque côté de l'Atlantique. Pouvoir cumuler les deux fonctions. Benoît Dumoulin, les Français apprécient cette forme d'autorité? Alors oui, les Français apprécient le côté vertical du pouvoir qui avait été perdu sous l'ancienne présidence. Et c'est vrai que là, on a retrouvé un côté un peu monarque républicain qui correspond à l'esprit de la Constitution de la Ve République. En revanche, présidentialisation, qui effectivement ne date pas d'Emmanuel Macron, mais date vraiment de Nicolas Sarkozy, qui était à la fois président, Premier ministre, et donc c'est pour ça que Bruno Retailleau aujourd'hui a beau jeu de critiquer ce qu'il a approuvé précédemment. Cette hyper-présidentialisation est, à mon sens, très dangereuse pour l'esprit des institutions. Pourquoi ? Parce que ça revient finalement à faire du Premier ministre, en l'occurrence Édouard Philippe, un exécutant. On l'entend uniquement quand il s'agit de limiter la vitesse à 80, donc c'est très bien, mais bon, on dirait une espèce de super préfet qui vous siffle quand vous allez un peu trop vite sur la route. Mais en revanche, le président est partout, il est omniprésent. Et pourquoi c'est grave ? Parce que justement, dans la sagesse du législateur constituant en 1958, le Premier ministre est un fusible. Et au bout de 2 ans, 3 ans, s'il y a des mécontentements, une grave crise sociale, on peut le remplacer et on fait sauter le fusible. Le président, lui, est vraiment centré sur les affaires étrangères, la défense. Et là, on se rend compte que le président encaisse tout, mais il encaisse l'impopularité. Baisse de 10 points dans les sondages. Et le problème, c'est que c'est lui la clé de voûte des institutions. Donc, on est un peu dans une impasse avec cette... Dangereux, Marc Landré ? Ça me rappelle ce qui s'est passé il y a 10 ans. On avait exactement les mêmes critiques à l'encontre de Nicolas Sarkozy, qui prenait tous les coups, qui s'exposait trop, qui avait un Premier ministre collaborateur, avait-il dit une fois, qui, lui, ne prenait pas de risques, qui était plus haut que lui dans les sondages, et que donc, il ne lui servait pas du rôle de fusible que doit être un Premier ministre en cas de... Débat inutile, débat... Oui, alors là, je pense qu'on a le don en France de se faire des tempêtes dans des verres d'eau, dans les cerveaux bien avertis. Emmanuel Macron utilise une possibilité qui lui est offerte par la Constitution. Jusqu'à preuve du contraire, la Constitution n'est pas un déni de démocratie, bien au contraire. Après, il le fait avec son style, avec son talent et ses défauts. Effectivement, des discours trop longs. Son talent, c'est qu'il est quand même capable d'avoir une pensée construite, et plus construite que certains de ses prédécesseurs, à commencer par François Hollande. Après, juste 2 choses. La capacité qu'il aura peut-être l'année prochaine de s'expliquer, c'est simplement sa volonté de toujours avoir le dernier mot. Il ne veut pas qu'on parle après lui. Enfin, voilà, donc il veut pouvoir s'exprimer. Sauf que qui a regardé hier le débat qui a succédé le speech du président de la République ? Moi. Il n'y avait personne dans l'hémicycle. Vous faites les questions et les réponses. Bah oui, c'est un peu facile. Il n'y avait personne dans l'hémicycle, donc c'est-à-dire que les députés et les sénateurs avaient filé à l'anglaise pour aller voir un match. Non, il n'y a pas de match hier, mais pour faire autre chose. En tout cas, c'était quoi ? Ça a été des séquences de speech, de monologues de gens qui montaient à la tribune, auxquels personne ne répondait. Il n'y avait pas de débat. Donc le fait qu'en vérité, ce que se donne Emmanuel Macron, c'est la possibilité de parler en dernier ressort l'année prochaine, après tous les monologues dont on savait déjà avant qu'ils parlent ce qu'ils allaient dire. Deuxième chose, vous savez que hier, il y a un amendement qui a été déposé par le vice-président des Républicains qui s'appelle Damien Abad au projet de loi sur la Constitution qui autorisait le président de la République à retourner l'année prochaine devant le Congrès après avoir parlé pour s'expliquer. Eh bien cet amendement républicain a été retiré
parce qu'il ne correspondait pas à la ligne du parti. Ça veut dire que même dans le camp d'en face, il y a des gens qui considèrent que c'est peut-être pas inutile que le président reste pour s'expliquer après son speech. Au sein d'En Marche, il y avait eu aussi un amendement Nantes, mais on a Qui dû avait été leur retiré dire par que ça serait le mieux que le président président Ce qui l'annonce. montre que les députés marcheurs sont très souvent des gens qui obéissent uniquement aux consignes. Et les autres aussi d'ailleurs. Une certaine discipline, on va dire. Alexandre Malafaille, vous écriviez dans l'Opinion, je crois que c'était hier, notre confrère L'Opinion, la confiance en soi. Pardon ? C'était dans le journal d'aujourd'hui. Oui, vous l'avez écrit hier, c'est paru aujourd'hui. La confiance en soi ne suffit pas, Monsieur le Président. C'est celle d'un pays tout entier qu'il faut réveiller. Les Français doivent avoir le sentiment que votre bonne étoile peut se transformer en soleil pour tous. En fait, moi, je suis inquiet parce que, si vous voulez, je trouve que voilà, on a la chance d'avoir un président qui a un talent quand même assez exceptionnel. Il faut le dire. Je rejoins ce qui a été dit en disant qu'il a sans doute des qualités que certains de ses prédécesseurs n'avaient pas. Mais quand même, son rôle aujourd'hui, c'est de nous alerter. Avant de commencer à voir le retour du soleil, ce que j'explique, c'est qu'effectivement, on a un certain nombre de périls qui sont devant nous, de défis qui sont devant nous, qui ne sont pas posés. Et je trouve que notre pays, comme nos opinions, ne sont pas prêts à affronter ce qui est en train de se passer au XXIe siècle. Voilà. Et là, je pense que, si vous voulez, le discours d'hier ne devrait pas juste être un discours catalogue avec un certain nombre de formules. Moi, je les ai notées. État-providence émancipateur, très bien. Je ne sais pas ce que ça veut dire. À un moment, oui, d'accord, mais enfin, à un moment donné, en 1 minute, il nous a parlé d'islam, de laïcité, de culture et de la défense des auteurs. En 1 minute, j'ai chronométré. Et je peux vous en citer comme ça plein. Donc il y a eu beaucoup de formules, beaucoup de mots sur lesquels on peut se poser plein de questions, y compris des annonces, mais dans lesquelles il n'y a rien derrière. Voilà. Moi, mon problème d'hier, c'est que je dis, est-ce que ce président-là, avec le talent qui est le sien, avec cette capacité, en tout cas, à fédérer une équipe qui est au boulot, il faut le dire les choses comme elles sont, n'aurait pas dû hier contribuer à nous préparer, dire attention, on fait tout ça parce qu'il y a un certain nombre de défis, parce qu'il y a un certain nombre d'enjeux. Mon rôle est un rôle d'entraîneur, d'alerte, pour mettre et après, derrière, dire j'ai une équipe, on a un boulot, chacun continuera à le faire, mais pas tout mélanger. Hier, mon sentiment, c'est un sentiment de confusion. Il y a trop de messages et je ne sais pas ce que les Français qui ont regardé ou ceux qui ont après leurs émissions habituelles ou leurs journaux habituels, ce qu'ils en ont retenu. Or, à un moment donné, en bon communiquant, il ne faut pas tout faire, quoi. Je crois que les Français, ils préparaient les matchs de foot. Ils n'ont pas regardé le président Macron. La question, c'est est-ce que ça a imprimé ? Ça sert à quoi ? Je pense que rien. Nous, on en parle, on écrit, les journaux commentent, les journalistes commentent, mais j'ai l'impression que dans l'imagerie populaire et dans l'opinion publique, ça n'a rien imprimé. Et d'ailleurs, c'est le problème actuel d'Emmanuel Macron, qui connaît la même situation que ses prédécesseurs, quel que soit son talent, au même moment, c'est-à-dire 1 an après la prise de sa fonction, où plus rien n'imprime. C'est-à-dire que vous avez beau présenter des schémas, vous avez beau imaginer une protection sociale, la sécurité sociale du XXIe siècle, un 5e risque sur la dépendance, qui sont des vrais sujets de société qu'on essaye en vain de traiter dans ce pays. Il avait déjà annoncé. Bien sûr, mais il en reparle concrètement hier, ça n'imprime absolument pas. Donc le décrochage dans les sondages, vous le prédisez durable ? Ah, mais je le prédis durable. Tout comme pour ses prédécesseurs. Reparlons de François Hollande à la même époque, de Nicolas Sarkozy. Il y a un moment, j'ai envie de dire, et je suis un peu plus critique que vous, Alexandre, au bout d'1 an, le quinquennat est terminé. Et c'était aussi l'inquiétude d'Emmanuel Macron qui n'arrêtait pas de dire « je n'arrêterai aucune des réformes, aucun train des réformes, parce que je sais que j'ai 1 an, finalement, pour véritablement impacter le pays. Après, c'est terminé, c'est fini. » On voit bien qu'il y a un schéma dans le quinquennat qui tend à se renouveler. Et bien oui, au bout d'1 an, on a 1 an utile pour le pays. C'est ce qu'on appelle l'état de grâce. Voilà, mais c'est un peu différent même. C'est un état d'action. Et puis ensuite, on revient dans un schéma beaucoup plus moutonnier, compliqué. On peut pas se targuer de quelques succès quand même. On les a abondamment commentés ces derniers mois. Le bilan des 1 an, il n'est pas non plus totalement vide. Non, il n'est pas vide, mais justement, c'est bien son problème, c'est qu'il sait que ça va être très compliqué de remettre la table pour l'année qui vient et que ça ne va plus du tout être la même histoire. Donc tout ce qui n'a pas passé cette première année de mandat, il sait que ce sera beaucoup plus compliqué de le passer par l'avenir. Et donc je pense aussi que la confusion, parfois l'arrogance qui ressort, ça vient aussi peut-être d'un état de nervosité par rapport au fait qu'on sent les choses qui vous échappent un peu naturellement au bout d'1 an de mandat. J'ai l'impression que c'est le schéma naturel. On vous pose la question sur Twitter. Emmanuel Macron a-t-il pris la place du Premier ministre hier au Congrès à Versailles ? Vous êtes une légère majorité, 55% à dire que oui. Emmanuel Macron a eu tendance à se prendre un peu pour Édouard Philippe. Alors Édouard Philippe, on en parle 2 secondes si vous voulez bien. C'est vrai, vous l'avez évoqué, Benoît Dumoulin, alors vous dites un super préfet, 80 km/h. Il est un commentaire, Marc Landré sur Édouard Philippe aujourd'hui. On a tous dit, il évaluait les ministres les uns après les autres. Il doit s'évaluer, il doit s'auto-évaluer.
Oui, puis il est très bon, le Premier ministre. Il est dans le rôle que le président lui a confié et il sort pas du cadre. Alors oui, il a sorti un petit peu sur les 80 km/h, il se fait taper sur la tête pour ça. C'est la seule initiative qu'il a prise, qui est contestée à l'intérieur même du gouvernement. Vous prenez le reste des décisions qui sont directement impulsées par le président, il n'y a pas de débat. Là, les marcheurs, ils marchent, ils filent droit, on ne voit pas une tête qui dépasse derrière le président de la République. Il joue son rôle, il joue sa carte. Personne ne le connaissait il y a un an. Aujourd'hui, il a une petite popularité. Il est plus populaire que le président. Légèrement. Voilà, il continue. Et en plus, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas véritablement de différence de fond entre les deux. Et moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'encore cet après-midi, c'est d'entendre le Premier ministre critiquer l'opposition. Alors qu'il y a encore un an, il était assis sur les mêmes bancs qu'eux et qui prônait, il disait exactement la même chose. Voilà, c'est cocasse. Oui, puis sur l'évaluation, enfin, c'est un outil de travail qu'on utilise dans les entreprises. On n'a pas affaire au même type de population. Ce sont des ministres, des secrétaires d'État, alors qu'après, il y a eu des réunions de travail pour faire un point à date sur les fameuses feuilles de route qui avaient été mises, voilà, et de voir où on en est, et d'aider chacun des ministres en fonction des sujets, des situations, pour dire comment on peut améliorer par tel type d'approche, par une meilleure communication, par plus d'interministériel, par je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, mais nous présenter ça comme des entretiens d'évaluation comme on fait avec des collaborateurs dans une entreprise, voilà, on a un peu l'impression qu'on mélange la fin et les moyens, quoi. Alors, oui, mais par contre, c'est comme le fait de revenir l'an prochain pour dire on va faire un débat à 900. Oui, pardon, c'est de la com, ce sont des gadgets. Et je pense que là aussi, les Français, à un moment donné, ils comprennent que bon, les ça va. Français veulent des résultats. Bah voilà, des résultats. Et pour l'instant, les résultats qu'Emmanuel Macron a, ce sont essentiellement des résultats qui sont liés à la politique qu'avait mise en œuvre François Hollande, la politique de l'offre qu'a mise François Hollande en œuvre, et les fruits des politiques et des réformes d'Emmanuel Macron, on ne les voit pas encore. Oui, ce qu'il a changé, c'est l'image de la France dans le monde. C'est vrai qu'il a redonné une verticalité à la fonction présidentielle, et il a changé l'image du président et de la France dans le monde. Tout le monde aujourd'hui nous envie un président jeune, dynamique, qui est séduisant, alors qu'avant, on nous reprochait un président ringard et vieux. Et une certaine confiance dans les milieux économiques oui, et sûr. le monde de l'investissement, ce qui quand même n'est pas non plus totalement... Mais qui était déjà revenu aussi du temps de François Hollande. Oui. Il y a eu une accélération Absolument. avec Emmanuel Macron, parce qu'il vient de chez eux. Je veux dire, ils ont été biberonnés dans les mêmes écoles et dans les mêmes milieux. En revanche, j'aurais juste un commentaire pour dire que sur les questions européennes, je trouve qu'il joue avec le feu. Et là encore, hier, je l'ai écouté avec attention. Quand il dit sur l'Europe, l'Europe ne fait ni incantatoire, ni éloignée, je crois que là, effectivement, il est très à côté du sujet et qu'il faut faire attention. À un moment donné, il faut dire les choses. L'Europe ne marche pas et son rôle, c'est de dire que l'Europe ne marche pas et qu'il va falloir se plonger dedans pour la réparer, mais pas nous faire croire qu'elle fait à peu près ce qu'il faut. On fera un autre thème sur l'Europe une autre fois, mais là, je crois qu'on va passer à notre deuxième sujet. Non, mais c'est vrai que c'est important. Ça a été très souligné, effectivement. Et ce sont les prochaines élections. Ouais. Ah oui, voilà, c'est accessoirement. Ils adressaient le match, les conditions du match. Les nationalistes, et les progressistes. Et les progressistes. Voilà, il y a les gentils et les méchants déjà, ce qui est un peu facile là aussi. Ce qui est binaire à la Macron. Ouais, mais ça laisse de l'espace. On aborde le deuxième sujet, c'est celui de ce rapport sénatorial et une proposition assez choc en disant le salafisme, eh bien, il faut qu'il soit inscrit au nombre des dérives sectaires. C'est donc une proposition d'un rapport piloté par deux sénateurs, l'un La République En Marche, l'autre Union Centriste. On s'en souvient, Manuel Valls, l'ex-premier ministre, avait voulu aussi interdire le salafisme. Alors est-ce une proposition efficace, réaliste? En attendant, l'ACTA est accusé de ne rien faire par une partie de l'opposition pour endiguer cette menace terroriste. C'est l'avis de Guillaume Larrivé, secrétaire général délégué des Républicains et député de Lyon. Il était ce matin sur la chaîne parlementaire. Je constate que sur cette question majeure de la lutte contre l'islamisme, qui est un projet politique de subversion de notre pays, je constate, que depuis 13 mois maintenant, la majorité s'est tourné les pouces, si vous permettez cette expression familière. Donc il est vraiment grand temps d'agir, parce qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait une partie du territoire national, une partie de la communauté nationale, qui en réalité fasse sécession et qui soit aujourd'hui soumise à la charia. Nicolas Carato, la majorité se tourne les pouces sur la question du terrorisme et de la menace. C'est pas le sujet préféré de la majorité actuelle. Il faut bien le dire. C'est un sujet où on voit se recomposer les clivages que Macron nous avait promis disparaître. C'est-à-dire que sur des sujets comme ça, y compris au sein du groupe La République En Marche et du parti, on voit bien la gauche renaître, la droite renaître, et derrière des problématiques et aussi beaucoup d'ambiguïté. C'est un vrai sujet, et le sujet est compliqué à régler. Le rapport sénatorial, il a l'avantage d'explorer une piste qui est effectivement la dérive sectaire. Après, on sait qu'il y a plusieurs types de salafisme. Le salafisme, ce n'est pas uniquement un salafisme djihadiste qui tend à des opérations terroristes. C'est d'abord, majoritairement dans ce pays, je dirais,
une bataille idéologique pour reprendre en main une communauté musulmane que les salafis jugent pervertie par l'Occident et par la modernité et la ramener dans une approche beaucoup plus littérale, beaucoup plus traditionnaliste de la pratique de l'islam. Donc les salafistes, pour la majorité en France, n'ont aucun intérêt à voir se multiplier les opérations terroristes. Ils sont très contents de pouvoir continuer à travailler dans les écoles, dans les domaines associatifs, dans le domaine humanitaire, sans faire de bruit et en progressant par rapport à leur bataille idéologique. Donc effectivement, comment les appréhender sans remettre en cause des valeurs importantes dans notre société que sont la liberté d'association, la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Cette idée d'inscrire ça dans vos normes des Moi, dérives je trouve sectaires. que c'est malin de prendre ça sous l'aspect sectaire, avec une vraie difficulté juridique, c'est que dès que vous commencez à appliquer le mot secte à un fait religieux, vous ouvrez effectivement la boîte de Pandore et vous créez des réactions très épidermiques dans les milieux religieux, je dirais institutionnels, traditionnels, que ce soit les catholiques, les protestants ou la communauté juive. Et donc on voit bien qu'il y a un défi à relever qui est un défi juridique en France, c'est-à-dire où est-ce qu'on met le curseur. Comment est-ce qu'on peut interdire par exemple à des parents de faire porter des vêtements religieux à leurs enfants au plus bas âge, des vêtements religieux qui les discriminent socialement. On voit bien que c'est le cas d'un certain nombre de jeunes femmes et de très jeunes filles de plus en plus dans certains quartiers en France. Mais la réponse qui doit être juridique, parce qu'on est dans un état de droit, elle est difficile à trouver. Et moi, je pense que c'est intéressant qu'on ait ici une proposition qui vienne à la fois, qui vienne de deux familles politiques différentes au Sénat. Benoît Dumoulin, sur cette question précise de la possibilité d'inscrire ça au nom des dérives sectaires. Oui, mais c'est bien, mais ça n'ira sûrement pas assez loin. Pourquoi ? Parce que le qualificatif de secte, on sait très bien que la jurisprudence l'évalue de manière très, très, très méticuleuse et il faut tout un ensemble de critères et donc on est parti pour des batailles juridiques pour dire oui, telle association est une secte. Et puis qu'est-ce qui empêche... Qualifier l'emprise aussi parce que bien sûr. Et qu'est-ce qui empêche de toute façon une association salafiste dissoute dont la mosquée a été fermée de se reconstituer sous un autre nom, ils disent ah non, nous on n'est pas salafistes, mais on gère telle école, on gère une salle de sport dont on se rend compte finalement que c'est une salle de prière. Ça arrive très fréquemment. En fait, on passe vraiment entre les mailles du filet. Faut dire, on n'est pas forcément aidé par une tradition très libérale de la justice qui pouvait avoir sa cohérence avant la menace salafiste. Mais là, on parle de la menace salafiste, mais il y a aussi les chiffres, c'est exactement il y a 120 mosquées salafistes et quelques-unes, 11 je crois, ont été fermées, mais elles ont réouvert parce que justement elles ont gagné ce recours au justice. Mais il y a aussi 147 mosquées tabligh et 200 mosquées de l'UOIF. Donc vous mettez ça bout à bout. Les sources que je donne, c'est le service central du renseignement intérieur. Ouais. Et on se rend compte que, oui, moi je suis d'accord avec ce rapport sénatorial, oui c'est ça, sénatorial, le gouvernement n'est pas à la hauteur, il y a tout ce qu'il faut en matière de renseignement, et après les décisions, elles arrivent au compte-gouttes sans qu'on... et puis on les découvre qu'au bout d'un attentat, que en fait le terroriste était fiché S et qu'on n'a rien fait, parce qu'on ne peut pas suivre tout le monde. Alors gouvernement pas à la hauteur ou finalement absence de nécessité de faire un énième plan et application de ce qui existe et de la législation, Alexandre Malafaille? Ils ne sont pas à la hauteur depuis longtemps. Le premier rapport alarmiste était daté de 2004. Voilà, il a été enterré et on a continué à enterrer. Et c'est vrai que si Daesh n'était pas survenu, on aurait continué à laisser s'enquister, s'enraciner toute une série de pratiques et de dérives que moi je crois, qui sont intolérables au regard de nos valeurs et de nos standards, et puis en plus qui ne sont pas dans une voie d'extinction, qui sont plutôt en voie de prosélytisme et de développement. Donc ça a des racines qui sont très profondes, parce qu'on aurait dû dès le départ, à partir du moment où on a commencé à accepter une immigration nouvelle avec une religion nouvelle, il fallait poser le problème dès les années 60, se dire qu'est-ce qu'on va faire ensemble, et comment est-ce qu'on va gérer cette question-là. Et on a fait du Rousseau, voilà, tout va bien, on va se régler en marchant, et personne n'a géré la question. Maintenant, le mal, il est extrêmement profond. C'est-à-dire que vous avez vraiment, effectivement, dans des quartiers, dans des zones, et dans une partie de la population, alors elle est peut-être marginale, mais il n'empêche qu'elle pose un véritable problème. Il suffit de voir sur Internet comment, dès qu'on s'exprime sur ces questions-là, quelle violence ça peut, moi j'en ai fait l'expérience la semaine dernière, quelle violence ça génère quand on dit quelque chose. Quand on prononce le mot charia en disant qu'effectivement il y a des pratiques, il y a des dérives et il y a des comportements inacceptables, ça réagit extrêmement violemment. Alors ils ne sont peut-être pas très nombreux, mais il n'empêche que c'est un vrai symptôme. Alors l'idée de qualifier du point de vue juridique, de toute façon on est dans un état de droit, donc la seule réponse est juridique, elle ne peut pas être policière au sens uniquement administratif en disant on tape dedans,
hors état de droit. Il faut effectivement un cadre, sauf que ça va être effectivement très long. Et ça ne suffira pas. Évidemment que derrière, vous avez l'école, évidemment que vous avez une lutte internationale. Sur l'école, c'est ce que dit d'ailleurs le rapport. Sur l'école, 41% dans ce rapport, un chiffre parmi d'autres, 41% d'augmentation de la déscolarisation, c'est-à-dire d'enfants qui sont retirés de l'école avec leurs camarades pour être scolarisés à la maison. Plus 41% en 2 ans, je crois. Peut-être pas forcément que pour des questions religieuses ou pour des questions liées au salafisme. Le problème, c'est... de la population qui est étudiée, là. Oui. Le problème, c'est que... autant l'inscription comme groupement sectaire peut être utile, effectivement, comme vous disiez, ça n'empêchera pas forcément les gens de devenir salafistes ou les associations de se remonter à côté. Ce rapport, il pointe, pour moi, il a 2 avantages. Un, il pointe les grosses carences et insuffisances du dispositif actuel en montrant que l'État est complètement dépassé par la situation, n'est pas capable de la prévenir et est complètement dépassé. Et 2, il fait des propositions qui sont très pratico-pratiques, autres que d'inscrire juridiquement dans la... Il revient d'ailleurs sur ce qu'avait fait quand même, ce qu'a perdu François Hollande en 2016, c'est-à-dire est-ce qu'il faut inscrire ou pas dans la Constitution la déchéance de nationalité pour les binationaux. Ce rapport transpartisan dit oui, ce qui avait quand même conduit la gauche à sa perte en 2016. Et surtout, il dit qu'il faut mieux gérer les sorties de prison des gens qui ont été radicalisés, parce que là, on les lâche dans la nature, on ne sait pas quoi en faire, ils ont beau être fichiers S, même après leur sortie. De toute façon, le droit aujourd'hui ne permet pas d'y répondre. Et mieux informer les maires des fichiers S qui sont dans leur commune. On parle des carences de l'État. Effectivement, il n'y a pas qu'une carence juridique, il y a une carence administrative. On parlera là des 20 000 fonctionnaires qu'on veut. Mais la déscolarisation, ça se contrôle. L'État doit contrôler. Et contrôler, y compris jusque dans les familles. Comment sont scolarisés par leurs parents, enfin, sont éduqués par leurs parents les enfants. Est-ce que l'État a les moyens de le faire aujourd'hui, y compris pour cette population? On parle des fonctionnaires de Bercy, mais le problème et un des leviers pour agir contre ces associations, c'est le contrôle des finances, le contrôle de l'origine des fonds, le contrôle de... Et vous mettriez des inspecteurs des impôts plutôt que des policiers pour aller contrôler ces associations culturelles ou je ne sais quoi, on trouverait des moyens d'agir qu'on a déjà utilisés par le passé dans d'autres sujets et sur d'autres schémas. Donc il y a effectivement des leviers qui sont dans le rapport, mais qui sont non seulement sous-dotés en moyens. C'est-à-dire on ne peut pas avoir de problème avec les cités. Le pouvoir politique, notamment de certaines mairies, ne veut pas avoir les banlieues qui s'enflamment. Donc on achète la paix sociale et on dit aux policiers, non, vous contrôlez juste l'entrée et la sortie, mais vous n'allez pas à l'intérieur. Vous avez raison d'une certaine façon, parce que finalement l'État, c'est nous. L'État, c'est de la représentation, elle est fabriquée par la représentation politique qui, effectivement, derrière, va fabriquer un État. Donc on est le reflet de ça, on a voulu ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience que, qu'est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à accepter pour rétablir l'État de droit ? Est-ce qu'on est prêt à accepter qu'il faut 3 mois à Notre-Dame-des-Landes pour arriver avec 2000 CRS, gendarmes et policiers? Est-ce qu'on est prêt à accepter qu'on casse pendant 5 jours un quartier entier à Nantes parce qu'il y a eu peut-être une bavure, on verra la suite de l'histoire, et on laisse faire pendant 5 nuits, et ainsi de suite, et ça fait 30 ans que ça dure, à chaque fois qu'il y a un problème, tout le monde casse tout. Enfin, si moi je suis demain victime de n'importe quoi, je ne vais pas aller casser tout autour de moi. Et on tolère ça. Donc on a accepté cette espèce d'établissement d'un État parce que l'acceptabilité générale de la population, si demain on utilise vraiment les moyens, des moyens sérieux pour rétablir l'état de droit là où c'est nécessaire, est-ce qu'on est prêt à accepter? Voilà, moi je pose juste la question. Vous avez peut-être suivi cette affaire de l'imam de Toulouse qui a, selon certains, dans un prêche, fait un appel au meurtre des Juifs. Céline Pina, qui est une ancienne élue locale, qui fait une tribune aujourd'hui dans le Figaro Vox pour dire que tout ça est assez scandaleux à ses yeux. Cet imam, ça fait une vingtaine d'années, je crois, qu'il officie. Il fait des prêches uniquement en arabe, selon les renseignements qu'on a. Certains disent que régulièrement, il y a des dérives dans ces prêches. Ça fait partie de ces illustrations où on a du mal, finalement, à trouver la bonne mesure. On peut se demander si, effectivement, il ne vaudrait pas mieux avoir tout de suite une réponse assez ferme. C'est indispensable. Enfin, est-ce qu'on peut accepter que dans un État comme la France, on ne puisse pas rentrer dans un site, un lieu de religion? Parce qu'on n'est pas la même religion. Enfin, je veux dire, n'importe qui peut rentrer dans une église aujourd'hui. Aller un vendredi dans un ensemble de mosquées en tant que non fidèle, vous ne rentrez pas. Donc rien que ce type de pratique, la tolérance de ce type de pratique sur notre territoire est complètement contraire au principe, effectivement, de valeurs que nous devons partager. À un moment donné, ça doit être des lieux ouverts. Et quand on pratique, effectivement, alors si c'est qualifié, derrière, évidemment, si c'est vrai, derrière, il faut engager des poursuites. On ne peut pas se contenter de cette espèce de laisser faire une fois de plus, parce que c'est vrai que quand on dit l'État ne répond pas, et qu'est-ce qui va se passer l'an prochain? Les Français vont voter comme ils le méritent, c'est-à-dire extrêmement durement. Peut-être 2 mots sur les imams pour parler vrai, puisque
l'expulsion des imams radicaux, ça fait des années qu'on en parle et plusieurs gouvernements s'y sont cassés le nez sur cette question. Juridiquement, mais aussi diplomatiquement. Pour être très clair, pour expulser un imam, il faut bien tout lui trouver, que le pays vers lequel vous l'expulsez soit d'accord pour l'accueillir. Or, on va dire les choses très clairement, il y a des pays au Maghreb, notamment l'Algérie, qui refusent de récupérer les imams radicaux et qui préfèrent les voir en France. Et puis, quand ils sont français, ils ne peuvent pas être expulsés. Et pire, il y a la Cour européenne des droits de l'homme qui, une fois qu'on a réussi à les condamner et à les expulser en Algérie, il dit ah non, regardez, ils vont avoir des traitements inhumains et des tortures en Algérie, donc, ce qui est pas faux. Et donc nous, on est obligé de les conserver aux frais du contribuable. Et on les loge à l'hôtel. L'autre argument, c'est de dire aussi on préfère qu'ils soient là et qu'on surveille un petit peu ce qui se passe autour d'eux. C'est un argument policier des services qui effectivement préfèrent les avoir, les imams, à disposition et qui même organise une sorte de rotation des imams, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a une très très forte violence et concurrence entre les différents courants de pensée au sein de l'islam de France. Et vous avez notamment à Marseille, un cas très intéressant, pas à Toulouse, mais à Marseille, où un imam salafiste vient d'être remplacé, avec la bénédiction des autorités françaises, par un imam issu des frères musulmans. Je ne sais pas ce qu'on a gagné, je ne sais pas ce qu'on a perdu, mais on voit bien qu'il y a un jeu parfois un peu trouble, y compris des autorités françaises, sur la gestion, parce qu'il y a une vraie gestion politique et publique de l'islam en France. Quelques réactions toujours sur ce sujet. Pascal, qui est une femme, l'état de droit doit faire respecter la loi, tout simplement. Claude, on a besoin d'un peu d'autorité face au laxisme des 30 dernières années. Leonarda, l'État se cache derrière la justice, mais c'est notre justice qui n'est pas adaptée. Je vous livre une histoire personnelle. Vous parliez d'éducation et de civisme et tout ça. Il se trouve que j'ai eu vent d'une histoire dans une école du 15e arrondissement à Paris. Les parents d'élèves et des autres élèves voyaient arriver deux jeunes garçons accompagnés de leurs sœurs voilées, lesquelles sœurs accompagnaient leurs frères jusqu'aux portes de l'école et ensuite rentraient. Quelques parents ont demandé pourquoi vous n'allez pas à l'école, et les petites filles ont répondu non, moi c'est l'école à la maison. Et les autorités de l'école, la direction de l'école avertie a dit oui, on sait, mais on ne peut rien faire. C'est faux, parce qu'ils ont non seulement ils doivent faire, ils peuvent faire, mais ils doivent faire. C'est une obligation légale de contrôler la manière dont sont éduqués les enfants qui sont déscolarisés. Mais comme on est dans un état de droit, la scolarisation à la maison est autorisée à partir du moment où elle est faite dans les règles. Voilà, mais il faut contrôler, il faut le vérifier. Et l'État a l'obligation de contrôler que ces règles sont appliquées. Ça veut dire que dans le cas que vous citiez, il y a peut-être une école coranique qui n'est même pas déclarée. Oui, sans doute. Mais c'est pas impossible. On découvre quelquefois qu'il y a une petite salle qui sert d'école et encore une fois, chacun, alors il y a un principe de liberté d'enseignement, mais à condition de le faire dans les règles. Il n'empêche qu'une partie de la droite a critiqué les conditions qui ont été mises pour mieux contrôler les écoles hors contrat, en disant que c'est une atteinte à l'éducation. Bien sûr, mais parce que là on parle de choses différentes. Il faut savoir que dans les écoles hors contrat, vous avez à peu près 2% d'écoles musulmanes. Tout le reste, il y a beaucoup d'écoles Montessori, des écoles non confessionnelles. Il doit y avoir 15% de mémoire, ou peut-être un peu plus d'écoles catholiques, des écoles juives, mais les musulmans n'utilisent pas forcément ce levier. C'est beaucoup le levier périscolaire, les associations, ou alors soit des écoles sauvages, soit des salles de sport, des associations culturelles dont on ne sait pas trop ce qu'elles font. Voilà, c'est plutôt là-dessus qu'il faudrait... Il y a une bonne nouvelle à retenir quand même, parce que les gens qui nous regardent peuvent s'inquiéter légitimement, mais malgré tout, il y a une vraie prise de conscience, à la fois parce qu'on dit l'État. C'est vrai que l'État a pris du retard, l'État s'est laissé déborder, mais aujourd'hui, on n'est plus dans la même situation. C'est-à-dire qu'on a conscience qu'il y a une vraie menace, qu'il y a un vrai péril. On ne sait pas trop comment l'attraper quand on est en fonction politique, parce que c'est très explosif comme sujet, mais voilà, il y a une action de fond qui est menée. Alors malheureusement, ce sera long, parce qu'on a pris trop de retard. Notre troisième sujet, c'est celui des finances publiques. C'est le gros chantier qui s'ouvre pour le gouvernement, avec des façons de savoir comment on va faire des économies ou comment. Des informations commencent à fuiter sur la façon de s'y prendre. L'une des pistes, c'est Bercy, avec cette idée peut-être un peu machiavélique, que commencer par tailler dans les effectifs de ceux qui collectent l'impôt serait une mesure populaire. Le chiffre de 20 000 suppressions de postes à Bercy a été évoqué ces quelques derniers jours. Chiffre démenti officiellement, mais démenti un peu mollement par Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, qui était ce matin sur France Info. Évident que avec la numérisation, avec par exemple la suppression à terme de la taxe d'habitation, avec le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, il est difficile de dire qu'on va maintenir l'ensemble des missions avec le nombre de personnes en face des missions pour des missions qui disparaissent. Marc Landré, c'est effectivement une des principales pistes d'économie ? Une des principales pistes d'économie, il faut savoir
de quoi on parle. Là, Vous allez- l'hypothèse, c'est 20 000 personnes. La promesse d'Emmanuel Macron dans le quinquennat, c'est 120 000 suppressions de postes de fonctionnaires, dont 50 000 dans la sphère de l'État. Donc ça veut dire que là, on parle de 20 000 postes sur 50 000, puisque les 70 000 autres, c'est fonction publique territoriale. Donc ça veut dire que... Mais un seul ministère, 20 000, c'est pas ça mal. fait 40%. 40% sur un ministère qui n'en fait plus que 130 aujourd'hui. Parce qu'il a déjà fondu de 20% de ses effectifs depuis le début des années 2000. Et que l'année dernière, enfin cette année, pardon, dans le budget 2018, il a déjà perdu 1500 personnes. Donc oui, effectivement, de tout temps, lorsqu'il y a eu des réductions d'effectifs dans la sphère publique de l'État, Bercy a toujours été aux avant-gardes parce que, un, c'est lui qui prend les décisions, donc il montre l'exemple, et deux, parce que c'est là qu'il y a du grain à moudre. Cela dit, dans les Benjamin Griveaux, qui n'a pas son penchant pour dire des conneries, a dit oui, bon, normal, avec le prélèvement à la source, ça paraît assez logique. avec l'innovation, c'est vrai. Sauf qu'il va falloir, dans un premier temps, limiter les bugs. Les agents, on va en avoir besoin pour aller contrôler que justement le dit prélèvement à la source fonctionne bien. Et je ne suis pas certain qu'en 2 ans, on soit capable de supprimer un nombre de postes, surtout que ça se fera sans licenciement, ou si ça se fait avec des licenciements, ça sera dans le cadre d'un plan de départ volontaire qu'il va falloir négocier, etc. On n'y est pas. En tout cas, des agents au fisc aujourd'hui, on va en avoir besoin parce que le prélèvement à la source, ça va être un sacré bordel à mettre en œuvre. Et qu'on va avoir besoin d'agents pour corriger là où les bugs vont avoir lieu. Donc je ne suis pas certain qu'on puisse dès maintenant dire qu'on va pouvoir supprimer des postes ici. Dans 5 ans, c'est une autre histoire. On en débat, on écoute aussi, alors sur un sujet, toujours le même sujet, mais un peu plus large, Laurent Wauquiez qui était donc ce matin l'invité de RMC, il fait une leçon d'économie à Emmanuel Macron. Ce qui me gêne, c'est que ce président de la République a fait la suppression de l'ISF, mais qu'il n'a rien fait de l'autre côté. Il n'y a eu aucune baisse de l'impôt sur le revenu, qu'on a augmenté la CSG sur les retraités. Pourquoi ça se passe comme ça ? Parce qu'il ne fait pas d'économie sur la dépense publique. Et comme il ne fait pas d'économie sur la dépense publique, l'argent qu'il a donné sur l'ISF, il est obligé de le prendre dans la poche des classes moyennes. Leçon convaincante ou un peu démagogique, Benoît Dumoulin ? Oui, je crois que c'est un peu démagogique. C'est-à-dire qu'on attend. Enfin, quand on voit ce qu'a fait la droite entre 2007 et 2012, je crois qu'elle n'a pas trop d'exemples à donner. Alors après, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un vrai problème de pouvoir d'achat aujourd'hui. On attend la baisse de la dépense publique. Je crois que c'est pas en allant rogner. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Marc Landry. C'est pas 20 000 suppressions de postes à Bercy. C'est vraiment beaucoup. Et on va avoir plein de contentieux en cascade avec l'impôt à la source. Donc, c'est pas vraiment en rognant sur les ministères, mais c'est en redéfinissant le périmètre de l'État et de ce qui est ou pas pris en charge, notamment puisqu'on parlait d'éducation tout à l'heure. Moi, je crois vraiment que, puisque c'est le premier poste budgétaire de l'État, on pourrait mettre en place, comme l'a fait la Suède, ce système du chèque scolaire, vous savez, où vous donnez finalement un chèque aux parents qui vont scolariser leurs enfants dans l'école de leur choix. Bien sûr, il faut que cette école suive un cahier des charges. Et dans ce cas-là, vous permettez qu'elle soit dans le public, privé. Et là, par exemple, vous diminuez une masse salariale, tout en gardant le cahier des charges de l'école républicaine. Alors ça serait une bonne mesure. Mais bon, c'est vrai que là, maintenant, on a l'impression qu'on va... Je sais très bien. C'est bien le problème. C'est dans aucun programme. Dans aucun programme aujourd'hui. Mais là, on a l'impression que c'est vraiment des fonds de tiroir qu'on va chercher, surtout que dans les missions régaliennes, on a besoin, au contraire, et ça a été fait un peu, mais ça devrait être fait beaucoup plus, les missions de la police, de la justice, le budget de la justice est vraiment souffre d'une grande carence, et de la défense, on a besoin de les renforcer. Pourquoi avoir attendu un an cap 2022 ? Pourquoi avoir attendu un an pour le faire et maintenant dire que finalement on ne va pas dire ce qu'il y a dans le rapport Je rappelle CAP 2022, pour résumer, Marc, hein, c'est bien ça, c'est toutes les économies justement à faire en matière de dépenses publiques. CAP 2022, c'est un comité ad hoc qui a été constitué de gens qui ont fait des économies dans des pays étrangers et d'experts qui étaient chargés d'aiguillonner le gouvernement sur là où il faut tailler dans les dépenses publiques en France. Ce rapport devait être rendu public au mois de mars, il ne l'a pas été, il ne le sera jamais. Trop sensible ? Cela dit, je pense que le gouvernement a raison, parce qu'à chaque fois qu'on met un rapport sur la table, on va regarder ce qu'il y a dedans et ce que le gouvernement décide de ne pas reprendre. Prenez le rapport Spinetta sur la SNCF. On a focalisé sur la fermeture des lignes non rentables. Ce que le gouvernement, dès le départ, a dit, je ne le reprends pas à mon compte, la réforme ferroviaire ne concernera pas les lignes non rentables. Pourtant, encore aujourd'hui, l'opposition lui parle des lignes non rentables. Donc, en vérité, c'est une question de chiffon rouge, de dire, je vais pas mettre un bâton supplémentaire pour me battre, ça va déjà être suffisamment compliqué, je vais déjà
vais être suffisamment critiqué sur les choix que je vais devoir prendre. Si en plus je vais me faire engueuler pour des décisions que je ne prends pas, ou qu'on pense que je vais prendre, je ne vais pas m'en sortir. Donc c'est plus une question de méthode qu'une question d'effectivité. Il n'en reste pas moins vrai qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a prévu une baisse de 4 points de PIB de dépenses publiques sur l'ensemble du quinquennat, ce qui revient à faire que la dépense publique augmentera de 100 milliards de moins que ce qu'elle aurait augmenté naturellement si on ne freinait pas la hausse des dépenses. Et ces 100 milliards, il va bien falloir les trouver quelque part. Et pour l'instant, on n'en voit pas le début d'une queue de cerise d'économie. Il faut bien dire qu'Emmanuel Macron est le pire élève de la classe européenne en matière de déficit public. C'est-à-dire que la gestion de l'argent public et du bilan du budget de l'État par ce quinquennat est très inquiétante et inquiète énormément nos partenaires européens. Moyenne de 0,5% en Union européenne, 2,4, 2,3%. C'est moins que les 3%. C'est vrai, on en y est. Mais on se glorifie d'être en dessous des 3% quand tous nos partenaires sont en dessous de 1%. Voire en excédent. Voire en excédent. C'est ça la réalité dans laquelle nous sommes. Donc, la politique budgétaire et du budget public menée par le quinquennat est très inquiétante. Beaucoup de cadeaux fiscaux, très très peu d'économies et très peu d'économies structurelles. La deuxième chose, c'est on reprend, l'État est une entreprise, donc on va faire comme dans une assemblée générale, on va annoncer à ses actionnaires qu'on fait des licenciements par paquet et on espère que la cote de l'action va remonter sur les marchés financiers. La réalité, c'est qu'on ne nous dit rien de ce que nous avons besoin pour demain en termes de fonction publique. Parce que moi, je suis d'accord, on peut redéfinir le périmètre de l'État, pourquoi pas, lançons le sujet. Mais de quels fonctionnaires on a besoin? Moi, la question, c'est pas si on a besoin de plus ou de moins, c'est quels fonctionnaires on veut. On parle de Bercy, on vient de le dire, il y a des vrais problèmes aujourd'hui et des vrais besoins sur la lutte contre le blanchiment, sur la lutte contre l'évasion fiscale, sur le financement des activités criminelles au niveau mondial. On cherche désespérément des data scientists, des nouveaux profils, des gens qui soient capables d'enquêter pour le bien commun à Bercy. Ce n'est pas uniquement des gens qui vont faire du prélèvement à la source. Donc la question, ce n'est pas combien on en enlève, c'est quelles sont les nouvelles fonctions qu'on attribue à l'État et comment est-ce qu'on modernise l'État. Là-dessus, on nous dit absolument rien. Et les fonctionnaires ne sont pas une variable d'ajustement, c'est un service public derrière. Un dernier mot, Alexandre Malfaille. Simplement pour dire que voilà, c'est une confusion, une fois de plus, de la fin et des moyens. C'est-à-dire qu'on oublie, comme pour la réforme de la SNCF, on oublie le projet d'entreprise, alors qu'il y a un vrai projet d'entreprise à défendre. Et là, il y a un vrai projet pour l'État. Quel État demain? Quelle mission? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas revenir en arrière des différentes fonctions publiques pour justement essayer d'harmoniser la gestion des ressources humaines? Il faut repartir des missions, il faut à partir de là se réorganiser, et puis il faut peut-être travailler avec les équipes. C'est-à-dire que le but de réduire de 20 000 fonctionnaires, c'est peut-être bien en termes économiques, mais peut-être qu'il y a des solutions en interne. Il faut peut-être s'appuyer sur les compétences dans les services pour dire, bon, on a un certain nombre de missions à revoir, il faut les rendre plus efficaces, ça fait peut-être moins de moyens, mieux de moyens, et puis de faire travailler tout ça au service d'une meilleure, d'une plus grande efficience. On le fait dans les entreprises. On est capable dans les entreprises de faire bosser les gens sur le terrain, par direction, par service, pour arriver à l'esprit de progrès. Et pas effectivement par le haut qui dit, allez, tout d'un coup, moins 20 000. Parce que c'est vraiment, ça crée du stress, de l'incertitude. Puis on ne comprend pas la vision. Alors on comprend l'économie peut-être quand on est libéral, mais si on n'est pas libéral, on dit, mais pourquoi encore? Et juste un dernier point. Dernier, parce que vous brûlez tous de parler de football et qu'il nous reste 5 Non, mais c'est une info que le Figaro a sortie la semaine dernière et qui a été confirmée par le gouvernement et qui, je trouve, est assez alarmiste et dangereuse. Initialement, au mois d'avril, lorsqu'on a envoyé notre programme de stabilité à Bruxelles, on avait prévu de ramener, de finir le quinquennat dans le vert, c'est-à-dire avec un excédent de 0,3 points de PIB. Finalement, on s'est rendu compte que là, dans les nouveaux documents qui ont été envoyés par le gouvernement aux parlementaires, on finira à l'équilibre. Ça veut dire qu'en 3 mois, on a perdu 0,3 points de PIB. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de financer le cadeau électoral de la suppression de l'intégralité de la taxe d'habitation par du déficit, pas par des économies supplémentaires. Et ça, c'est très inquiétant parce que le président qui se gargarise d'avoir inventé un nouveau monde reprend les mêmes méthodes de l'ancien monde que de financer ses cadeaux par du déficit. Et ça, c'est très alarmant. Pensez-vous qu'il est nécessaire de réduire le nombre de fonctionnaires à Bercy? Vous vous en doutez peut-être un peu, mais pour les internautes du Figaro, c'est 75% qui répondent oui. 3 sur 4. Claude, on ne va pas garder les fonctionnaires de Bercy alors qu'on numérise de tous les côtés. Daniel, les économies doivent commencer par les politiques. Supprimons 70% des députés et 100% des sénateurs. À ce compte-là, il n'y aura plus grand monde pour répondre à Emmanuel Macron. Ça va très bien, c'est déjà le cas. Alors, le foot. Alors, pas un homme ou une femme politique en ce moment à qui on ne demande pas de prévoir le score du match de ce soir. Il s'y prête d'ailleurs de bonne grâce, sans doute de peur de paraître déconnecté des Français. C'est la même chose dans la rue, plein de micro-trottoirs comme on les appelle. Ils donnent d'ailleurs tous le même résultat. La France en finale, tandis que les Belges, eux, jurent que les Diables Rouges vont gagner. Bref, tout ça explose. Les paris en ligne aussi. On mise surtout le résultat, mais aussi le nom des buteurs, le score à la mi-temps.
ou l'éventualité des tirs au but. Alors, vous allez, si vous le voulez, nous donner votre pronostic, mais vous analysez aussi le phénomène foot. Parler foot, c'est faire peuple, Alexandre Malafaille? Écoutez, je crois qu'il y a un petit défaut derrière tout ça, c'est que souvent il y a une espèce de dérive un peu nationaliste qui s'organise et des pays qui sont privés de foot se sont lâchés. Vous prenez le cas de l'Italie, qui est privée de Coupe du Monde. La politique a pris un tour assez inquiétant. Qu'est-ce qui se serait passé en Italie s'il n'y avait pas eu de Coupe du Monde s'ils avaient participé, peut-être qu'ils n'en seraient pas là. Bon, ça c'est un petit clin d'œil. Non, je crois que tout le monde n'a pas. Enfin, on est dans un monde d'information continue, donc il faut être avec, il faut montrer qu'on s'intéresse, il faut montrer de l'empathie. Ça fait partie de cette époque moderne un peu curieuse où tout le monde en fait, parfois un peu beaucoup, un peu trop, y compris sur la mise en scène. Enfin, ce soir, notre président prend un avion, emmène 5 personnes, va assister au match. Très bien. Bon, on a vu le couac de la semaine dernière avec effectivement le temps pauvreté. Reproché aussi, non? Non, mais je crois qu'à un moment donné, il faut de la simplicité. Non, je crois si la France est en finale et qu'il ne va pas à la finale. Voilà, je crois qu'il faut de la simplicité. Parce qu'à un moment, on ne peut pas être partout, on ne peut pas être au Congrès, on ne peut pas être en permanence en train de tourner autour du monde. Je crois qu'il faut se concentrer sur les dossiers. Enfin, pardon, mais je veux dire, même si on est très très intelligent, et plus intelligent que la moyenne, il faut quand même gérer un truc compliqué qui s'appelle un gouvernement, un État, un pays, dans un monde complexe. Voilà, on ne peut pas être partout tout le temps comme ça. Toi qui ne peux pas se faire de piscine, alors il faut bien aller voir un match de foot quand même. Ouais. Ça réconcilie tout le monde ou pas le foot, Benoît Dumoulin? Je suis mitigé. C'est-à-dire que c'est à la fois beau de voir une société vibrer et là, pour le coup, on voit des drapeaux français, on a une espèce de regain de patriotisme dans le domaine du foot. Marc-Landré nous sort son plus beau mais maillot. Voilà, c'est pas tout à fait le drapeau français parce qu'il faudrait que ça soit de ce côté-là. On a l'impression que c'est soit le Luxembourg, soit la France. C'est son côté maillot. Mais alors ça, c'est le bon côté. Mais en même temps, quelquefois, on se dit, on regrette que c'est que pour le foot, qui reste un spectacle quand même, qu'on est capable de vibrer. Ça montre que l'être humain, en fait, il a besoin de vivre des sortes d'émotions collectives, mais il ne faudrait pas que ça soit réduit uniquement à ça. Oui, aussi des exutoires. Il faudrait que ça soit vraiment ancré dans quelque chose, un vivre ensemble, mais pas comme on nous le sert tout le temps à longueur de journée. Quelque chose qui soit vraiment ancré sur ce qui nous relie entre nous. Et j'espère qu'il y a autre chose que le foot. Nicolas Corato. Oui, alors deux choses. D'abord, moi, je sais gré à Emmanuel Macron parce que moi, je ne suis pas du tout le foot. Hein. Tous les 4 ans, je redécouvre des noms. Je suis un footix. Non, mais je vais suivre le match, mais je m'intéresse au foot tous les 4 ans. Et donc, là, je suis très content parce que finalement, je retourne à mes 20 ans. Giroud, Jean-Pierre Papin, moi, j'ai mes références. Donc, merci Emmanuel Macron de me ramener à cette époque-là. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, je suis d'accord, ça crée une émulation et c'est pour ça que j'en veux énormément à notre équipe nationale d'avoir battu l'Argentine parce que je pense qu'un pays comme l'Argentine avait bien plus besoin de l'exultation et de l'espérance que crée ce genre d'événement, plutôt que la France qui va, grâce à notre cher président, extrêmement bien. Ah oui, vous êtes sévère. Marc-Landré, oui. Vous avez. Quelle est la question la question, c'est est-ce que finalement, c'est pas un travers aussi assez français? On commence, je ne sais plus quand a commencé le mondial, on commence par dénigrer le sélectionneur, l'équipe, et puis au fur et à mesure de. Voilà, il y a 3 semaines, quand on a fini premier de la poule, et moi je suis nul en foot, hein, franchement, les joueurs de l'équipe de France, mis à part le Lloris, je ne sais pas qui c'est. Et un mec qui s'appelle Griezmann, qui a une coupe de cheveux un peu particulière. Peut-être vous avez entendu parler. Mais vaguement. Ouais. Moi je suis Federer. Oui, on le voit pas. Non, mais il y a 3 semaines. À combien il a été chronométré? 34 km/h. 37. Voilà. Il y a 3 semaines, l'équipe de France était nulle. On était en train de dénigrer Deschamps parce qu'il cachait son jeu et qu'on n'allait pas gagner, etc., etc. Que vraiment, tout ça pour ça, on dépensait trop d'argent. Et on se tape, je crois, l'Argentine, c'est ça, en 8e de finale. On leur met 4 ou 3 buts, je sais plus. 4-3. Voilà. Et ça devient, ça y est, il va être président de la République. Enfin, je veux dire, on est dans ce côté extrémiste de l'excès français. Voilà. On aime détester ce qu'on a adoré, on adore ce qu'on a détesté. Je pense que si ce soir la France gagne, on va revoir le retour de la France black blanc beurre, une France métissée où tout le monde s'aime, s'embrasse sur la bouche, se roule des pelles. Risque trop parce que les déconvenus après 98 ont été oui, mais sévères, je pense qu'on va y revenir. Alors, la question qu'on vous posait, vous êtes 73% à dire que la France va gagner ce soir. En tout cas, vous pouvez rester sur Figaro Live parce que le foot, c'est pour dans presque tout de suite. À 18h30, dès 18h30, vous retrouvez les envoyés spéciaux du Figaro en Russie, nos journalistes sportifs, Martin Couturier, Laurent Louette, et des invités. Et il y a, non, vous ne voulez pas venir? Non, j'ai dit non. En tout cas, il y a Yann Caniel, le nageur, double médaillé olympique à Londres, je crois, qui sera sur le plateau.
mercato, c'est l'avant-match, la mi-temps, l'après-match, tout ça sur Figaro Live. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci de nous avoir suivis. C'est Poutine qui gagne, non? À la fin, de toute façon, je crois qu'on a compris, Poutine aura récolté les bénéfices de cette Coupe du Monde. Merci beaucoup à tous et vous retrouvez Guillaume Roquette demain pour Point de Vue.